faisait fort. Le climat change. Il y en a qui en doutent encore, mais le climat change. En fait, depuis quelques années, on est au courant quand même. En réponse à ces changements-là, les populations naturelles d'organismes naturels peuvent soit s'éteindre, enfin, on pense qu'elles peuvent soit s'éteindre, soit migrer, donc changer d'aire de répartition, ou s'adapter. Enfin, on pense, on présume, ça fait quelques années qu'on invoque ces trois réponses-là des populations naturelles. OK, salut. Du fromage, hein? Alors, concernant les extinctions, on sait qu'il y a eu des extinctions massives de la mégafaune. Il y en a qui en ont parlé ce matin. Donc, sur tous les continents, en fait, donc au Quaternaire, entre 50 000 et 11 000 ans. Mais c'est hautement débattu puisque est-ce que l'extinction est due au changement climatique ou à la surchasse? Je ne rentrerai pas dans le détail, parce que là, vous me dites, ben, la surchasse, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec des pieux, tout ça, mais bref, pour des très grands mammifères, en fait, une petite pression de sélection, une petite pression de prédation peut mener à l'extinction. Donc, ils ont évolué pour être gros. On passe à autre chose. Mais ils ont évolué pour être gros comme ça, pour éviter la prédation. Donc, ça n'en prend pas beaucoup au niveau de la dynamique des populations. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit lié à la surchasse. Et vu qu'on ne le sait pas pour les animaux, en fait, je ne m'en vais pas là tout de suite. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Cette extinction-là, en fait, qui a eu lieu dans le passé, qu'en est-il du futur, en fait? Ben là, il y a plusieurs modèles qui sont très fancy-schwancy, publiés dans Nature, Science et compagnie, qui prédisent des extinctions catastrophiques, massives, causées par les changements climatiques. Ce qu'on connaît maintenant des espèces végétales par rapport aux extinctions du Quaternaire, donc les animaux, les gros animaux, bon, ça a pu avoir été surchassé, mais les épinettes ou les épicéas, probablement que tout le monde s'en foutait à l'époque. Il serait surprenant qu'elles aient été surutilisées. Donc, en fait, on sait qu'il y a une seule espèce à notre connaissance là, qui s'est éteinte comme ça au cours du Quaternaire. Ce contraste-là entre les extinctions prédites et passées, ça s'appelle l'énigme quaternaire. Ce qui nous amène finalement à une autre réponse potentielle, donc la migration. Alors, je ne vous apprendrai pas que les enregistrements polliniques suggèrent une migration post-glaciale qui a été rapide. Si on prend l'exemple de Picea en Amérique, on peut parler d'autour de plus de 400 mètres par année. Mais ces estimés-là dépassent la capacité maximale de la dissémination connue sur la base de la biologie, là, des modèles comme ça de dissémination possible du pollen, qui est plutôt de l'ordre de moins de 100 mètres par année. Donc là, on a un petit problème qui s'appelle aussi le paradoxe de Reed de la migration rapide des plantes. D'accord? Ce contraste-là entre ce qui a été possible sur la base des reconstructions palynologiques et la capacité réelle de dispersion des plantes. Maintenant, il y a d'autres approches plus récentes qui intègrent phylogéographie, les modèles de répartition de la niche climatique passée, mélangés avec des approches fossiles, donc la palynologie, tout ça, qui macrofossiles aussi, qui suggèrent l'existence de refuges glaciaires cryptiques qui étaient plus nordiques que ce qu'on croyait possible sur la base seulement du pollen. Donc, cryptiques par rapport à ce qu'on connaissait sur la base strictement palynologique. Donc, si on tient compte de certains refuges cryptiques qu'on a découverts au fil du temps, bien, la migration effective de Picea aurait été de 40 mètres par année. Donc, ça permet, l'existence ou invoquer les refuges glaciaires cryptiques permet de résoudre le paradoxe de Reed. Mais la vélocité climatique attendue, du moins dans le biome boréal, est d'autour de 430 mètres par année. C'est-à-dire que les espèces vont devoir migrer à cette vitesse-là pour suivre
la vitesse des changements climatiques. D'accord? Ça crée un problème. Tout le monde suit jusque-là? Avant de passer au reste, je fais de la pub, moi aussi. Alors, il y a une série d'excellentes études, excellentes, qui intègrent, donc qui parlent de ça, en fait, des refuges glaciaires cryptiques, là, sur la base de vraiment plein de modèles, d'études fossiles, de phylogéographie, avec des marqueurs de toutes sortes de... Tout ça, là. Puis ceux que ça ne convainc pas, mais vous pouvez regarder, c'est des belles espèces, c'est beau, des beaux paysages, partout sur la planète. Bon, fin de la publicité. Ce que ça implique, les refuges glaciaires cryptiques? Enfin, les populations naturelles ne pourront peut-être pas suivre la vélocité des changements climatiques contemporains, si on l'a vu. Maintenant, ça nous indique aussi potentiellement une grande capacité à persister localement malgré un climat régional qui était adverse. Et ça suggère quoi? Bien, ça nous amène à notre troisième réponse possible des populations au changement climatique, qui serait l'adaptation locale. En 2001, dans un article que si vous ne connaissez pas encore, je vous invite à lire, Davis et Shaw disent que l'adaptation au niveau de la population est rarement considérée dans la littérature qui décrit les environnements du Quaternaire. Cette prémisse-là est beaucoup basée, enfin, sur un attendu qui nous vient de Charles Darwin, un collègue, qui dit que la sélection naturelle est un processus lent et imperceptible. Bien sûr, Charles parlait de la sélection naturelle pour l'origine des espèces, donc pour la spéciation. Maintenant, un autre dude dit que, dans le fond, si on ne parle pas nécessairement de la spéciation, mais si on parle de l'évolution, donc du changement des fréquences alléliques au fil des populations, alors là, la sélection naturelle, dans ce contexte-là, peut être très rapide, particulièrement si elle s'appuie sur la variation génétique déjà en place, si on n'a pas besoin d'attendre des nouvelles mutations. Ça va? Un autre excellent article. Pour étudier l'adaptation, traditionnellement, on a besoin d'étudier, dans le fond, des transplantations réciproques, un jardin commun. On prend une espèce dans son environnement local, on la fait pousser ailleurs, puis on prend l'espèce ailleurs, puis on la fait pousser dans l'environnement numéro 1. Donc, ça prend un design expérimental adéquat. On regarde la valeur adaptative de nos populations, en fait, de nos provenances dans les différents jardins communs, dans les différentes locations où on a dans différents environnements, finalement. Puis, on dit, bien, normalement, on a attendu, c'est que la valeur adaptative va être plus forte dans l'environnement local par rapport à l'environnement transplanté. Puis, il faut regarder plusieurs traits phénotypiques adaptatifs. Bon, c'est beau ça. Si on regarde, en fait, si on essaye de voir l'importance de l'adaptation locale dans le passé, ben, c'est vraiment pas évident de recourir à cette approche directe parce qu'il n'existe pas, ou alors très peu d'expériences pouvant inverser la nature unidirectionnelle du temps. Donc, en fait, les environnements du passé sont inaccessibles pour faire des manipulations. On ne peut pas estimer la valeur adaptative passée. Puis, les phénotypes du passé sont inaccessibles. Oups, merde. Comment je fais pour revenir? Ouais, bon. Alors, on a un nouveau cadre conceptuel par ailleurs qui implique, dans le fond, basé sur la génomique aujourd'hui, on peut quand même faire des associations, je parle du contemporain, d'accord? Entre le climat, les phénotypes et l'ADN. Donc, on peut faire des associations comme ça entre le climat et l'ADN, ou les génotypes.
génotype, climat, entre l'ADN et les phénotypes, donc un phénotype qui varie, non, phénotype qui varie en fonction des génotypes, et phénotype climat, donc ici, donc des associations entre le phénotype et le climat. Donc, qu'est-ce que ça nous prend? Ça nous prend le climat contemporain, ça nous prend aller échantillonner des organismes contemporains pour avoir des phénotypes et des génotypes. Ah, ça fonctionne. Je vous dis que les phénotypes, tout ça, c'est pas accessible. On s'est amusé à rêver là, avec des collègues que potentiellement, avec les nouvelles approches, évidemment, avec l'ADN ancien, on va peut-être arriver là, on va peut-être arriver à avoir des génotypes anciens adaptatifs. On va peut-être même être capable d'aller chercher éventuellement des paléophénotypes. Donc, un peu de daydreaming quand même, il faut que la science continue d'avancer. Mais pour tout de suite, là, on va faire semblant que c'est inaccessible. Du moins les paléophénotypes. Donc, sans ça, ben, on perd, dans le fond, deux axes de notre triangle qui peuvent permettre d'étudier l'adaptation au changement climatique historique. Par contre, on peut quand même utiliser les marqueurs génétiques contemporains comme fossiles d'une empreinte passée. Puis on peut aussi, grâce aux modélisations paléoclimatiques, reconstruire des gradients paléo-environnementaux. Ce qui nous laisse finalement un axe possible pour étudier l'adaptation au changement climatique historique. Puis là, ben, je vous présente une démonstration de la faisabilité de ça. D'accord? Alors, l'objectif ici, c'est d'évaluer la signature de l'adaptation historique aux environnements glaciaires. Ça avait pris un S environnement, je suis désolé. Dans les gènes de population actuelle de l'épinote blanche en Alaska. Donc, en Alaska, on parle ici de Béringie orientale, c'est-à-dire que ça inclut Alaska et Yukon. C'était une zone libre de glace au maximum glaciaire, avec des conditions froides, mais surtout particulièrement sèches par rapport à l'actuelle. On sait que cette région-là était un refuge glaciaire pour certains arbres et arbustes, incluant l'épinette blanche. Alors, pour ça, on a des preuves fossiles, macrofossiles, et des reconstructions basées sur l'ADN chloroplastique. On sait que c'était une zone refuge. Maintenant, nous, on est allé échantillonner 79 populations. On a vraiment quadrillé, couvert la Béringie occidentale, orientale, c'est-à-dire. On a échantillonné 728 individus qu'on a génotypés à 4205 SNP de gènes. Donc, c'est-à-dire qu'un SNP correspond, un marqueur moléculaire SNP correspond à un gène à noter. Donc, on a, voilà, je pense que j'avais, c'est ça. À noter, ça veut dire qu'on connaît la fonction biologique du gène. Donc, les points de comté, en fait, représentent des tests d'assignation, c'est-à-dire j'illustre la probabilité de chaque individu d'être correctement assigné à chacun des cas groupes génétiques. Et on voit que c'est très structuré dans l'espace géographique. On a 5 lignées génétiques en Alaska, en fait. Donc, une au nord de l'Alaska en bleu, une au sud-ouest de l'Alaska en rouge, une dans le bassin de la rivière Copper en jaune, une dans le golfe de Cook en violet et une dans le territoire du Yukon en vert. Ensuite, à partir de ça, on a fait une modélisation de l'aire de répartition. C'est-à-dire qu'on estime la probabilité de répartition actuelle et historique au maximum glaciaire pour chacune des 5 lignées génétiques. Alors, on prend le territoire couvert par chaque lignée génétique et on fait un modèle au présent et au dernier maximum glaciaire. Là, on s'amuse à partir de là. On a nos 5 lignées génétiques.
À partir de là, on a fait une interpolation de l'ascendance génétique, c'est-à-dire que sur le paysage, dans le fond, on a interpolé les valeurs, on a interpolé l'ascendance génétique partout sur le paysage, et donc les couleurs plus foncées sont plus représentatives, disons, des lignées ancestrales pures, et donc plus près des refuges glaciaires, et plus la couleur pâlit, plus on a des mélanges de lignées génétiques. On a ici une illustration de la paléo-répartition modélisée. Donc, c'est le modèle de l'aire de répartition possible au maximum glaciaire pour chaque lignée génétique. Donc, rappelez-vous, c'est un modèle, donc c'est une possibilité sur la base de la reconstruction paléoclimatique. Maintenant, ici, en D, c'est une intégration entre les valeurs interpolées, de l'ascendance génétique, et la paléo-répartition. Donc, ce qu'on voit finalement, c'est qu'à l'intérieur de chaque endroit qui était possible pour chaque lignée génétique, on est capable de voir une espèce de gradient qui pointe, si on va du plus pâle vers le plus foncé, vers le refuge glaciaire potentiel. À partir de là, on pose des inférences phylogéographiques. C'est-à-dire qu'il y aurait eu en Alaska, non pas un refuge glaciaire, mais bien une persistance dans 4 refuges glaciaires distincts. Hein, un au nord d'Alaska, un dans le sud-ouest d'Alaska, un dans le golfe de Cook, un à la rivière Copper. Donc, on arrive à identifier relativement bien les régions où, par exemple, si on voulait aller chercher des macrofossiles, ce serait là qu'il faudrait aller. Et chacun de ces refuges-là a eu finalement une migration, une expansion post-glaciaire relativement limitée, donc qu'on soit local ou régional. Puis la lignée en verte, en fait, est une lignée recolonisée au Yukon. La lignée au Yukon est recolonisée à partir du sud des glaciers. Bon. Après, on a fait une association entre les génotypes et l'environnement. Donc, on balaye le génome à la recherche de gènes qui sont associés au climat actuel. Donc, une association entre les marqueurs moléculaires, les SNP, et le climat actuel, et une association avec le climat passé. Donc, voici à quoi ressemble un signal où on aurait potentiellement, où les marqueurs ont un comportement, disons, une signature potentielle d'une adaptation passée, et un marqueur qui serait neutre. D'accord? Il n'y a pas de différence au niveau du génotype en fonction de l'environnement, alors qu'ici, il y a une différence des génotypes en fonction de l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu? On a obtenu 168 gènes associés avec le climat. Souvenez-vous, sur 4205. Donc, 168 gènes associés avec le climat glaciaire, 162 gènes associés avec le climat actuel et 41 associés avec les 2 périodes. Voici un exemple de quoi ça a l'air, en fait, ces associations-là. On a des exemples ici. Chaque ligne, en fait, comme ça, correspond à un marqueur. Et vous voyez ici, par exemple, on aurait un marqueur qui serait associé au climat passé et qui serait neutre actuellement. Puis ici, un autre marqueur dans la même région qui serait neutre par rapport au climat passé, mais associé au climat actuel. D'accord? Alors, finalement, pour chaque marqueur dans les diagrammes de Venn, en fait, on aurait pu faire ça. Donc, cette découverte-là, je pense que ça illustre un concept qu'on a appelé neutralité conditionnelle temporelle. C'est-à-dire qu'un variant, un gène, pouvait être soumis à la sélection naturelle au maximum glaciaire, dans les conditions du maximum glaciaire, donc une adaptation au climat passé, mais être neutre dans les conditions environnementales actuelles et vice-versa. Un variant peut être adaptatif actuellement puis avoir été neutre dans le passé. OK? Neutralité conditionnelle temporelle. Là,
dernière analyse, on a regardé, dans le fond, si les gènes qui sont associés au paléoclimat partagent des fonctions biologiques entre eux, qui les distinguent de l'ensemble des 4205 gènes qui ont été testés. Écoutez, je ne passerai pas à travers chaque fonction biologique, mais ce que je peux vous dire, c'est que à différentes périodes correspondent différents climats, correspondent différentes pressions de sélection et correspondent différents gènes adaptatifs. Pendant le climat glaciaire, nos fonctions biologiques sont représentées pour des fonctions reliées à la réponse au stress abiotique, notamment le stress hydrique. Souvenez-vous qu'au LGM, au maximum glaciaire, on a particulièrement un climat sec en Alaska. Actuellement, les gènes nous indiquent des fonctions surtout reliées au développement, à la morphogénèse, à la reproduction, la phénologie, la croissance, la réponse au feu. Pas cool, ça? Alaska, ça brûle, ça forêt boréale. Réponse aux pathogènes. Donc, des fonctions liées à la compétition, performance dans un climat qui est plus, disons, facile. Donc, les Québécois, bouchez-vous les oreilles. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit « Tabarnak, c'est hot! » Ça ne choque pas les Français. Bon, fait que voilà. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de tout ça? Les leçons du passé. Est-ce que l'adaptation est un processus assez important pour permettre aux populations de persister face aux variations environnementales induites par les changements climatiques globaux historiques? Ben, l'approche proposée permet au moins de commencer à aborder la question. Je ne dis pas que j'ai tout résolu, mais on commence à dépoussiérer l'idée que c'est faisable. Donc, il semble effectivement que l'équinoxe blanche se soit adapté aux conditions climatiques glaciaires en Alaska, donc où il y avait surtout un stress abiotique hydrique. Et dans le climat plus clément de l'époque actuelle, elle semble plutôt bien adaptée à la compétition. Ou enfin, exprimer une signature cohérente avec une pression de sélection à la compétition. Bon, l'évolution, plus que l'évolution face aux changements globaux contemporains, est tributaire, bien sûr, des adaptations passées et surtout de la variation génétique en place. L'étude de l'adaptation historique en réponse aux changements climatiques passés devrait nous informer sur la capacité d'adaptation actuelle et future en lien avec les changements globaux. Et je donne un exemple ici. Le principe de neutralité conditionnelle temporelle qu'on a mis en lumière implique que la diversité génétique semble effectivement la meilleure police d'assurance pour faire face aux changements climatiques. Alors, au Canada, quand on parle de migration assistée, c'est souvent à l'échelle intraspécifique. On veut amener une espèce, ce n'est pas nécessairement interspécifique comme on a appris cette semaine, mais on veut prendre une partie de l'espèce et l'amener plus au nord ou tout ça. Puis toute stratégie de migration assistée qui miserait sur les meilleurs gènes, entre guillemets, m'apparaît, à la lumière de ces résultats-là, plutôt risquée. Les gènes qui sont sélectionnés pour leur performance dans les conditions actuelles seront probablement ou vraisemblablement pas nécessairement favorables pour aborder le climat incertain de demain. Si on avait une certitude absolue sur le climat de demain, je pourrais considérer le truc, mais puisqu'on a de l'incertitude, je pense qu'il faut quand même y aller avec un principe de prudence et de favoriser la diversité. Okay? C'est partout dans nos sociétés maintenant et c'est aussi bon pour nos arbres. Alors, je vous laisse avec une citation de Søren Kierkegaard. Et je vous dis merci et merci aux organisateurs surtout.